L'Angleterre et la France se sont affrontés à 109 reprises autour d'un ballon ovale depuis 1906 et le premier match entre les deux équipes. Depuis 116 ans, le 15 tricolore et le 15 de la Rose dominent le rugby de l'hémisphère nord et un terme a été créé pour symboliser le match qui les voit s'affronter, le crunch. Ce terme, à l'image des céréales crunch que l'on peut manger le matin, veut dire craquement ou crissement, et justement l'objectif de chaque équipe est de faire craquer l'autre. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette rivalité historique qui est peut-être la plus grande rivalité du rugby. Entre matchs inoubliables, joueurs de légende et événements mythiques, en 116 ans d'histoire, il y a vraiment de quoi faire. Mais tout d'abord, un peu d'histoire pour comprendre pourquoi Anglais et Français aiment autant se détester. France et Angleterre s'affrontent depuis des siècles. Si aujourd'hui les affrontements sont purement sportifs avec tout de même une pente d'Union européenne, ça n'a pas toujours été aussi calme. Les premiers conflits entre l'île britannique et son voisin remontent au XIIIe siècle quand les Capétiens français et les Plantagenets britanniques se disputent des territoires. Cette querelle entre Louis XII et Henri II est mise en exergue par la célèbre guerre de 100 ans qui englobe 116 ans de batailles successives. Cette guerre remportée par les Français ne met pas fin aux guerres franco-anglaises puisque la direction de la France est passée entre les mains de Louis XIV puis de Napoléon. Deux hommes avec un attrait particulier pour le gagne-terrain. Ces conflits davantage remportés par les Anglais leur ont permis d'imposer leur suprématie sur le monde, notamment grâce à la guerre de 7 ans à la fin du XVIIIe siècle. Depuis 200 ans, France et Angleterre ont enterré la hache de guerre pour devenir de puissants alliés comme on l'a vu lors des deux guerres mondiales qui ont ébranlé l'Europe au siècle dernier. Cependant, une rivalité est toujours présente entre les deux pays et le symbole le plus puissant de cette concurrence est le crunch. Justement, maintenant que nous avons parlé histoire, il est temps de chausser les crampons et de rentrer sur le terrain pour comprendre ce qu'est le crunch. À mon avis, peut-être ça c'est quelque chose qui explique très bien le crunch. Et les gars, c'est do or die. C'est maintenant ou c'est jamais. C'est le moment de montrer qui on est. Quand l'on demande à la légende du top 14 Richard Dourte ce qu'est le crunch, il répond « Le crunch, c'est le crunch ». Une phrase qui veut tout dire. Le crunch est spécial, il est unique. C'est le match à ne pas manquer lors destination. Plusieurs histoires nous racontent comment serait apparu ce terme de crunch. Étant donné que c'est un terme anglais, l'origine la plus probable serait qu'un journaliste anglais ait surnommé ainsi l'affrontement entre bleu et blanc. L'objectif du journaliste est de glorifier la rencontre autour du fameux storytelling dont raffolent les médias. Les plus grands matchs et les plus grands sportifs ont un surnom pour entrer dans la légende. La main de Dieu a fait de Maradona une légende vivante et le match du siècle a permis de créer un mythe autour du combat Ali Fouazier. C'est dans cette lignée que les journalistes britanniques ont trouvé un surnom que toute la planète ovale utilise aujourd'hui. Le crunch, en langue anglaise, veut aussi dire moment crucial. L'affrontement entre Gaulois et Saxons symbolise tout à fait cela. Les deux pays sont considérés comme les deux meilleures nations de l'hémisphère nord, celui qui bat l'autre est donc souvent considéré comme la meilleure équipe de rugby de l'hémisphère nord. Au cours de l'histoire, ça a souvent été vrai, mais Gallois et Irlandais ajoutent bien plus qu'un grain de sel pour pimenter la rivalité, car eux aussi peuvent être considérés comme la meilleure nation du Nord à certaines périodes. Toujours est-il que le surnom de Crunch a créé un moment unique, un match annuel spécial qui peut se transformer en duel épique entre les deux équipes. C'est ce qu'on va voir tout de suite en se concentrant sur quelques matchs entrés dans la légende. Tout d'abord, et même si ça fait mal de le dire, l'Angleterre domine l'affrontement face à la France. En 109 rencontres, les Roastbeefs sont repartis à 60 reprises avec la victoire contre 42 pour les Français. À cette occasion, les deux pays n'ont pas su se départager. Cet avantage, les Anglais le doivent à leur début glorieux. On va dire que c'est parce que ce sont eux qui ont inventé le rugby et qu'il nous a fallu quelques années avant de les dominer à leur propre jeu. De 1906 à 1927, les Anglais et les Français ont joué 16 fois l'un contre l'autre, soit un match par an, chaque 5 nations, sauf période de guerre. Sur ces 16 matchs, les Bleus ont arraché un nul et ont perdu 15 rencontres. En 1927, grâce à un essai d'Edmond Vallet, que l'on ne remerciera jamais assez, la France remporte son premier crunch sur le score de 3-0. La rivalité commence alors à s'installer. Depuis ce match, le bilan entre les deux équipes est de 42 victoires françaises contre 45 anglaises et 6 matchs nuls. Un duel serré qui dure depuis 100 ans. Le crunch se situe donc au même niveau qu'un Classico ou qu'un Nadal-Djoko. Parmi les affrontements mythiques qu'il y a eu entre les deux pays, on va d'abord se concentrer sur les matchs de Coupe du Monde en y allant chronologiquement à partir du quart de finale de la Coupe du Monde 91. En poule, la France avait fait son taf en sortant premier, mais ce sont les Anglais qui en terminant deuxième vont forcer un affrontement prématuré. Après, on ne va pas leur en vouloir d'avoir perdu que de 6 points face aux All Blacks, c'est déjà une belle perf. Dans ce quart de finale, Thierry Lacroix répond à Jonathan Webb dans le jeu au pied, mais Rory Underwood trouve une brèche dans la défense française et permet aux Anglais de mener 10-6 à la mi-temps. L'essai de JB Lafont en début de deuxième période permet aux Français d'égaliser, mais malheureusement la fin de match nous échappe totalement. D'abord, Webb permet aux siens de reprendre les devants grâce à une pénalité, puis le 3/4 centre Will Carling nous achève d'un essai à la dernière minute.
Notre sort est scellé, les Anglais vont en demi, battent les Écossais pour filer en finale, mais finalement tombent face à des Wallabies beaucoup trop costauds. 4 ans plus tard, l'affrontement est le même en petite finale. Le 15 de la Rose avait été éliminé en demi par les vice-champions du monde All Blacks quand les Français avaient été sortis par les Sud-Africains qui gagnent la compétition sur leur terre. Une victoire mise en avant par Clint Eastwood dans Invictus. Dans ce match pour la 3ème place, Emile Ntamak et Olivier Roumain inscrivent tous les deux un essai, ce qui permet à la France de s'imposer 19-9. Pour l'anecdote, les deux marqueurs d'essai voient leurs filles jouer ensemble au Stade Toulousain. Alexandre Roumain joue aux côtés de Théo Ntamak en 3ème ligne et Romain Ntamak évolue bien sûr à l'ouverture. Quelques années plus tard, en 2003, l'Angleterre nous donne une petite leçon de rugby en demi-finale en nous battant 24-7. La France sera battue 40-13 en petite finale face aux Blacks. De son côté, le 15 de la Rose va devenir la première nation du Nord à être championne du monde, emmenée par un Wilkinson au sommet de son art. Cette année-là, les Anglais sont imprenables. Ils utilisent les nouvelles technologies mieux que personne et travaillent avec une psychologue pour développer leur capacité mentale. C'est une chose vraiment nouvelle dans le rugby. En 2007, rebelote, les Anglais nous battent en demi, mais cette fois-ci ils tomberont en finale face aux Springboks de Percy Montgomery. Les Français eux se feront désosser 34-10 en petite finale par les Pumas, nouvelle menace sur le rugby mondial. Lors de la demi-finale, le pied de Wilkinson et l'erreur dès le début de match de Damien Traille ont scellé la rencontre sur un score fermé 14-9. En 2011, cette fois-ci, l'affrontement a lieu en quart de finale et le pied de Wilkinson sera beaucoup moins précis. Il n'inscrit que 2 points dans la rencontre. De notre côté, le drop de Trinduc et les essais de Vincent Clerc et Maxime Médard nous permettent de scorer et nous imposer 19-12. Malheureusement, comme vous le savez sûrement, la France s'inclinera en finale face aux Blacks sur un score rageant de 8-7. Cet affrontement en 2011 est le dernier en date entre les deux pays à la Coupe du Monde. En 2019, un France-Angleterre est programmé en poule, mais le match a été annulé à cause d'un typhon. Organiser une Coupe du Monde au Japon offre son lot d'aléas. Les deux équipes se sont donc jouées 5 fois en 9 Coupes du Monde, à chaque fois en phase finale, pour un bilan de 3-2 en faveur des Anglais, mais on va tâcher d'égaliser ça l'année prochaine. Aux 5 puis 6 nations, des affrontements légendaires, il y en a eu plein d'autres entre les deux pays. Celui qui m'a le plus marqué est celui de cette année, puisque c'est le seul crunch que j'ai pu voir depuis le stade. Et quel crunch, puisque la victoire nous a permis de soulever le 6 nations en validant le Grand Chelem, un souvenir mémorable. En 2015, le 99e crunch de l'histoire entre dans la légende pour son scénario dingue. L'Angleterre s'impose 55-35 à Twickenham, un écart de 20 points qui les prive du tournoi, puisqu'il leur fallait gagner de 26 points ou plus pour passer devant l'Irlande. À défaut de gagner, le 15 tricolore des années 2010 empêche les Anglais d'en faire autant, et c'est déjà pas mal. Avec 12 essais dans le match, ce crunch est l'un des plus prolifiques de l'histoire. Quelques mois après, dans un match de préparation à la Coupe du Monde 2015, des Anglais nous battent dans ce qui est le 100e crunch de l'histoire. Une belle prépa pour les Anglais qui feront un mondial magnifique. Ils ont été éliminés en poule devant leur public, une humiliation au pays. Si l'on revient quelques décennies en arrière, on se rappelle que l'Angleterre a dominé les premiers débats face aux Français. De 1931 à 1947, aucun match n'a eu lieu entre les deux équipes dans le tournoi des 5 nations. C'est dû à l'exclusion de la France du tournoi puis à la Seconde Guerre mondiale. Si les Bleus se sont vus retirer du tournoi, c'est parce que le rugby pratiqué était trop violent et que les supporters étaient trop insultants envers les adversaires et les arbitres. Le French flair était encore loin. Une raison supplémentaire est le professionnalisme en vigueur en France dans les années 30 s'opposant à l'amateurisme historique côté britannique. Malgré ça, quelques crunchs de gala ont été organisés, et je dis bien de gala et pas amical parce qu'un crunch est tout sauf amical tant l'inimité entre les deux nations est forte. En 1951, de retour dans le tournoi depuis 4 ans, le 15 de France emmené par Jean Prat va pour la première fois s'imposer en territoire ennemi. Une rencontre historique pour les Bleus qui se sont sortis du brouillard et de la pluie diluvienne en outre-Manche, un temps anglais, un vrai. C'est dans un contexte similaire que les hommes de Jean-Pierre Bastia arrivent sur le terrain anglais en 1977. Remplacez la pluie par les crachats des supporters et le brouillard par la bronca du public, et vous y êtes. La France arrive avec déjà une victoire dans le tournoi face aux 15 du Poireau à domicile. L'objectif à Twickenham est donc de prendre une option sur la victoire finale. Grâce à un essai du 3/4 de Sangali, ce sera chose faite et quelques semaines plus tard, les Bleus réalisent un grand chelem monumental. Au diable les critiques de la presse anglaise nous trouvant sauvages et tricheurs, le succès est là. On a parlé de la domination anglaise du début du XXe siècle avec leurs 15 victoires en 16 matchs, on peut aussi parler de la domination française dans les années 80. Les Bleus sont restés invaincus pendant 6 rencontres consécutives de 83 à 88. Avec un match nul pour 5 défaites, les Anglais sont en crise durant cette décennie, un peu comme la France l'a été dans les années 2010. Emmenés par Blanco, Sella et Rive entre autres, les Bleus partent favoris dans chaque crunch, pourtant les écarts de points sont toujours minimes. Les Anglais, promis à de lourdes défaites, arrivent à se sublimer dans le duel face aux Français, c'est ça l'esprit du crunch.
En 1991, ce sont les Anglais qui s'imposent à domicile 21-19. Une belle victoire marquée à jamais par un essai français venu du bout du monde. Parti d'une relance de Blanco dans son propre embut, le 15 de France, porté par la magie au pied de Didier Camperabero, traverse le terrain. Philippe Saint-André aplati, l'essai du siècle est inscrit. Jérémy Goscott félicitera les Français pour ce coup de génie à la fin de la rencontre. Un an plus tard, son partenaire au centre Will Carling sera beaucoup moins sympa envers nos Bleus. Après une grosse victoire anglaise 31-13 face à des Bleus réduits à 12, il dira cette phrase entrée dans la légende « Sorry, good game ». L'ironie dont a fait preuve Carling est palpable et représente bien ce qu'est le crunch. Pour finir, depuis 2000 et l'arrivée de l'Italie dans le tournoi du 5 nations devenu 6 nations, France et Angleterre se battent pour un trophée lors du crunch printanier, le trophée Eurostar. Son nom vient bien entendu du train qui traverse le tunnel reliant les deux pays. En 23 rencontres depuis que le trophée est apparu, le bilan est de 14-9 pour les Anglais. La génération du pont a du pain sur la planche pour revenir à égalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur le crunch, ses histoires et ses légendes. N'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu, à liker, partager et vous abonner, ça me soutient beaucoup, merci à ceux qui le feront. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour parler rugby.